Merci d'avoir choisi les programmes de Vox TV en ce milieu de journée. C'est l'heure de notre plateau spécial Cannes 2023 où nous allons commencer par le débriefing de la rencontre Mali-Afrique du Sud. Un match qui s'est soldé par la victoire des Aigles du Mali, 2-0. Et cette victoire permet donc aux Maliens de prendre la tête du groupe avec 3 points, suivi de la Namibie qui lui aussi a gagné son premier match. Grâce à ce goal à virage de 2 buts, donc le Mali est en tête de ce groupe. Sur ce plateau, Achille Zikutoto. Achille, bonjour. Bonjour Francis. Marvin Sondé est bel et bien là aussi. Marvin, bonjour et bienvenue. Bonjour Nadia et merci une fois encore. Alors, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons revenir un peu sur cette victoire du Mali, 2-0. On peut dire que le Mali a plutôt confirmé les attentes de tout un peuple et aussi des spécialistes de football qui disaient que le Mali était aussi un des pays favoris de cette compétition. Achille Zikutoto devant les Bafana Bafana, donc les Aigles n'ont fait qu'une bouchée. Oh, peut-être pas. Lorsqu'on voit le score, on peut le dire, mais ça a tardé un peu à arriver. C'est vrai que sur tous les tabloïds, on annonçait le Mali légèrement devant cette équipe des Bafana Bafana. Mais lors de la première période, les Maliens ont eu des sueurs froides. Parce que cette équipe des Bafana Bafana a mis le rouleau compresseur dès l'entame du match. Et en témoigne même le penalty que cette équipe de Bafana Bafana concède à la 19e minute, manqué, on va dire, quasiment de façon spectaculaire par le meilleur joueur de la planète Afrique, meilleur joueur des interclubs au niveau africain, oui. Percy Pau. Le joueur du national Al-Ali qui malheureusement n'a pas pu mettre sa nation à l'abri. Et en seconde période, tout ce football chatoyant, très engagé, avec beaucoup d'occasions, a simplement disparu. Parce que on va dire que lors de la seconde période, les Maliens ont commencé à continuer un peu à subir. Mais dès que le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Schell, a constaté justement l'anomalie qui était dans son équipe, c'était l'animation au niveau du milieu du terrain qui ne marchait pas. Et étonnamment, c'est lui qui est censé être le dépositaire justement du jeu malien. Donc Yves Bissouma, le joueur de Tottenham, dès que Bissouma est sorti, c'est comme si justement la pièce qui faisait défaut a libéré toute cette équipe-là avec l'entrée de Koulibaly d'ailleurs, qui est le premier passeur, je crois, du but malien. Et puis c'est tout l'inverse de ce qu'on a vu en première période. Le Mali a mis finalement la dragée haute sur les buts sud-africains. Le pauvre William est allé prendre le ballon au fond de ses filets à 2 reprises, et on peut dire effectivement que la victoire du Mali est méritée, mais que ça a été un peu lent à arriver. Mais c'est là aussi justement la marque des grandes équipes. Vous subissez, mais vous ne pliez pas, comme on dit, un réseau qui a plié mais qui n'a pas rompu. Et à la fin, c'est cette victoire nette du Mali qui logiquement prend la tête de ce groupe E. Alors Marvin, quelle analyse fais-tu de cette équipe des Bafana Bafana qui pratique un football total, mais cela ne suffit pas dans les grandes compétitions comme la Cannes. Vous pouvez faire du beau football, mais à la fin, il faut aussi marquer des buts, parce que quand vous avez des occasions et que vous ne les mettez pas au fond, les autres, quand ils vont en avoir, ils ne vont pas rater le coche. Oui, c'est vrai, cette équipe des Bafana Bafana a entamé son match sur des chapeaux de roue. Il y avait en tout cas des accélérations de part et d'autre. Oui. Ils avaient vraiment envie d'en finir avec le Mali. Mais après est intervenu quelques minutes après l'entame du match, ce que moi je qualifierais peut-être du tournant du match, notamment le penalty manqué par Percy Tau. Je me suis même posé la question de savoir qu'est-ce qui lui a traversé la tête en ce moment-là, parce qu'un joueur aussi talentueux que lui, faire un tel spectacle, manquer le penalty de cette manière-là,
J'ai trouvé ça un peu quand même bizarre de sa part parce que d'ordinaire, c'est quelqu'un qui fait qui est très adroit. Sans froid et très adroit. Donc du coup, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé en ce moment-là. Et après, aussi, il faut quand même rappeler que la délégation sud-africaine était très nombreuse, surtout dans les cadres. On a même constaté la présence de l'ancienne gloire, à savoir Chabalala. Chabalala, oui. Ça n'a pas suffi sur le terrain. Et après, je crois qu'en face, il y avait une équipe malienne bien joueuse qui attendait aussi son adversaire. Quand bien même en première partie, cette équipe était un peu perdue, était un peu déboussolée, bousculée par l'Afrique du Sud. Mais je note quand même aussi que la performance du gardien Djiby Diarra a permis aussi aux Maliens de faire une très bonne prestation, surtout en deuxième partie, lorsque cette équipe est entrée en possession de tous ses arguments pour faire justement basculer le match, et puis elle a fait preuve d'un sang-froid. Alors, Achille Kudoto, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que cette Afrique du Sud qui est en train de rajeunir aussi son équipe, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de nations qui ont eu des jeunes qui ont brillé en 2023 et aussi en 2022, qui commencent déjà à les intégrer rapidement dans l'équipe première. Est-ce que cette transition aussi n'est pas aussi la cause de l'Afrique du Sud par rapport à ce match face au Mali? Parce que on voit le Mali, c'est quand même, on sent de l'expérience dans cette équipe du Mali par rapport, contrairement à ce qu'on a vu sur l'Afrique du Sud. Alors, cette équipe d'Afrique du Sud, pour moi, c'est un gros paradoxe. Parce que dans cette équipe-là, lorsque tu enlèves justement Percy Tau, la quasi-totalité des autres joueurs jouent dans les championnats sud-africains. Et moi, je dis que cette équipe est un paradoxe pour moi, parce que c'est une équipe pétrie de talent avec les joueurs qui jouent à Mamelodi, Sandos, à Sékou Koulé, malgré l'expérience qu'ils ont au niveau africain, Kaizer Chiefs. Et s'ils ne s'exportent pas, c'est parce qu'ils sont dans les conditions, ils jouent dans des conditions professionnelles. Et voilà pourquoi je parle de paradoxe avec des joueurs talentueux. Mais quand ils arrivent au niveau des compétitions africaines, voilà, ils ne répondent pas toujours présents. C'est aussi peut-être dire que les écarts, hein, certainement, se resserrent un peu. Le niveau des joueurs africains, que ce soit les équipes qui ont des ossatures, en majorité des joueurs locaux. On a vu le cas, par exemple, de l'équipe de la Namibie. C'est vrai que tous, ils ne jouent pas au pays, mais ils jouent en Afrique du Sud. Et leur ossature, c'est plus ces joueurs qui jouent dans les championnats africains. Mais lorsque vous voyez avec d'autres grandes équipes, l'écart n'est plus si grand. Donc, c'est peut-être une réponse aussi, justement, à envoyer aux dirigeants des clubs africains de savoir qu'il faut investir dans la formation. Et il y a un exemple clair aujourd'hui, c'est le Sénégal. Vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui est le Golden Boy africain. Et Lamine Camara, c'est un garçon qui est venu du pays, qui aujourd'hui est en train de flamber du côté en France désormais, dans les championnats français. Les championnats de France. Donc ça veut dire que il y a de la ressource en Afrique, mais pourvu qu'on donne la chance à ces jeunes-là, s'ils ont un bon encadrement comme hors de l'Afrique, je pense que nous compterons, l'Afrique je parle, comptera aussi bien sur ces joueurs expatriés que ceux qui jouent au niveau africain. Quelque chose à rajouter là-dessus, Barvin? Oui, justement, en fait, c'est pour marteler une fois encore sur l'importance de la restructuration de nos championnats et puis surtout le rendre professionnel. Même ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud n'est que fruit de la volonté. Notre partenaire, on se retrouve juste après ça. Le
Le groupe AGL est un groupe dont l'ancrage africain n'est plus à démontrer. Et fort de notre expertise et notre expérience, nous fournissons des solutions logistiques globales aux acteurs économiques du continent. Je suis Maïmouna Dramé-Delo, directrice administrative et financière régionale. Je couvre la région Congo-RDC-Angola, basée à Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous poursuivons nos efforts d'investissement pour participer à l'économie nationale des pays dans lesquels nous opérons. En effet, le groupe AGL a une politique RSE très développée. Nous participons à travers des partenariats avec des universités et des écoles à des dons de fournitures, à des dons de matériel didactique, à la construction de salles multimédia qui permettent la formation des jeunes de ces universités et de ces écoles. Nous accompagnons la réinsertion professionnelle et sociale. Nous finançons des bourses pour accompagner les jeunes jusqu'à leur réinsertion dans le marché du travail. Le groupe AGL est très sensible aux enjeux de l'environnement. Nous sensibilisons nos salariés, mais également les familles, les enfants, aux différents enjeux de l'environnement que sont la préservation de la planète et des espèces, le recyclage des déchets, l'empreinte carbone. Par ailleurs, à travers des partenariats avec des associations qui œuvrent à cette préservation, nous avons pu sensibiliser 300 000 enfants aux différents enjeux de la planète. Aussi cette année, AGL se tient aux côtés de la CAF. C'était là donc la page publicitaire de notre sponsor du jour, AGL, Africa Global Logistique, qui sera avec nous pendant cette compétition aussi, lors des quarts de finale. Alors, messieurs, nous allons maintenant parler de ce groupe F qui est le groupe du Maroc. Le Maroc d'ailleurs qui rentre en compétition tout à l'heure à partir de 15h. 18h. 18h, je voulais dire, excusez-moi. Heure de Brazzaville. Heure de Brazzaville, c'est vrai. 15h, heure heure de la Côte d'Ivoire, mais 18h, heure de Brazzaville, qui sera en face de la Tanzanie. Avant de rentrer dans le débat et essayer d'analyser un peu ces deux nations, on va d'abord écouter le sélectionneur du Maroc, Walid, qui, lors de la conférence de presse d'avant-match. Suivez. Ça reste un match de 90 minutes. Les statuts ما كاينينش في la Coupe d'Afrique ni 4 fois de la compétition مع l'envie مع la chaleur مع بزاف de les détails. تقدر كلشي تقلب ولا ما عندكش l'humilité بحال اللي كنقول خصنا نكونوا humble نختارموا هاد الفرقه ديال تنزانيا باش ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوين ولا عندنا هادشي سي لي بونز انغريديون باش نربحوا باغ ولا جينا بحال اللي قلتي جينا الرابع ديال كاس العالم غندخلوا غنربحوا الماتش سهل واي واحد يسحب له ماتش سهل غتشوفوا مني ماشي شي سهل دونك فوالا اللي كيامنا هي رباح ان شاء الله غدا لا موتيفاسيون كاينه دونك فوالا عندي الثقه في اللعابه. Voilà, c'était là donc le sélectionneur du Maroc, Walid, qui a d'ailleurs, qui le dit, il faut vraiment prendre ce match au sérieux parce qu'il n'y a plus de petites équipes. Et Achille Zikototo, qu'est-ce que tu penses? Quelle analyse tu fais par rapport au dire du coach marocain? Alors, je pense que c'est légitime, même si on le voit, il est mesuré. Il ne veut pas déjà afficher, on va dire de façon claire, les ambitions du Maroc. On sait tous que personne ne peut être dupe. Voir les performances du Maroc, notamment lors de la dernière Coupe du Monde, que le Maroc soit parmi les équipes favorites justement de cette compétition. Mais en même temps, il y a justement ces discours mesurés, mais il lance quand même un message pour que effectivement son équipe prenne ce match au sérieux. Je pense certainement que le coach Walid Regragui est en toile de fond les résultats des autres équipes maghrébines, même si, comme on dit, chez nous, tout le monde n'est pas né dimanche. Donc, je pense effectivement que c'est prudent, mais en même temps, il affiche tout de même les ambitions et je pense que cette équipe marocaine est beaucoup attendue, mais il faut rester dans la mesure, il faut éviter justement de trop s'enflammer parce qu'en face, la Tanzanie, oui, on attend Maroc-Tanzanie, lorsque vous voyez, c'est un gros fossé, c'est même un Rubicon entre les deux nations, mais attention, la Tanzanie a, au niveau des compétitions interclubs, notamment avec son club phare, les Young Africans, a quand même quelques joueurs, enfin, on va dire, du niveau africain. Donc, ça ne va pas être un match facile, même si
à première vue, on peut dire que le Maroc va être l'équipe favorite de ce match. Mais attention, attention au même piège que les autres équipes maghrébines ont eu Au début de cette compétition. Soit peut-être l'Égypte, les autres équipes historiquement parlant du Maghreb Ont souvent du mal à s'exprimer dans souvent ces les difficultés quand Ouais. ils jouent dans les pays hors Maghreb. Donc là, c'est la première raison. Et par rapport à comment le Maroc va entamer ce match, je pense que je crois que ça sera une équipe du Maroc qui sera sérieuse, entendre son sélectionneur, mais qui va aussi essayer de sécuriser les lignes arrières parce que on sait que la Tanzanie c'est un pays des montagnes où les gens ont du tonus, donc les joueurs tanzaniens vont très vite sur les contre-attaques et donc le secret serait, c'est vrai, de commencer à faire du jeu, mais d'essayer aussi de garder les arrières. Et lorsqu'on voit leur parcours lors de la Coupe du Monde, même si ce n'est pas la même compétition, je pense que c'est un argument qui n'est peut-être pas forcément transportable sur le football africain, mais s'il joue dans cet état d'esprit, je pense que le Maroc pourrait tirer son épingle du jeu, même si on sait que ça ne sera toujours pas facile, comme on est en train de le constater depuis les débuts de cette compétition. Alors, Marvin, la Tanzanie, c'est vrai que quand on voit les deux nations, on va plutôt dire que, entre guillemets, c'est une petite nation de football par rapport au Maroc. C'est ce qu'on pourrait dire sur le papier. Mais la vérité du carré vert nous a déjà démontré depuis le début de cette compétition qu'il faut faire attention. Est-ce que, selon toi, si tu étais Tanzanien, comment aborderais-tu ce match face à une équipe comme le Maroc qui a déjà fait une demi-finale d'une Coupe du Monde et qui vient là pour essayer de confirmer ce résultat par rapport à la Coupe d'Afrique? Oui, c'est vrai que le Maroc, comparé à la Tanzanie, c'est vraiment deux poids différents. On a un poids plume d'un côté et de l'autre, on a un poids lourd. Mais après, la réalité du football nous montre souvent le contraire de ce que l'on pense. Donc les pronostics sont déjoués sur le terrain. Et la Namibie actuellement, plutôt la Tanzanie, a actuellement des arguments à faire valoir sur la scène continentale parce que c'est devenu quand même une plaque aussi non négligeable du football africain. Oui, donc, on voit par on exemple témoigne, beaucoup de joueurs oui. Du championnat de la RDC Voilà, Migrer en Tanzanie, oui. Et même de Côte d'Ivoire, du Sénégal. Donc les exemples dans ce sens-là sont légions. Et je crois que les joueurs tanzaniens, je crois plus de 50% de l'effectif de la Tanzanie, c'est-à-dire est constitué de joueurs locaux. Donc c'est pour montrer aussi que ces joueurs-là ont quand même de la compétition dans les jambes. Ce sont des joueurs techniquement, tactiquement bons. Et l'autre avantage qu'ils ont aussi par rapport au Maghreb, c'est que ce sont des joueurs très athlétiques. Oui. Donc c'est un aspect aussi sur lequel ils pourraient vraiment s'appuyer pour faire douter le Maroc. La Namibie, elle a rendu la vie difficile justement à la Tunisie par rapport à cela. Ça pourrait être un facteur déterminant lors de ce match. Et après, cette équipe tanzanienne donc, devrait vraiment jouer sur la carte je dirais, de la prudence. Parce qu'après, il ne faut pas entamer son match avec des doutes. Donc ne pas entamer son match avec des doutes, c'est être sérieux sur toutes les lignes, ne pas laisser les Marocains étaler leur football, parce que si les Marocains parviennent déjà à percer les filets très vite, ça pourrait vraiment remettre en cause tous les plans de l'entraîneur tanzanien. Donc aborder ce match avec sérénité et prudence pour espérer tenir un bon point. Alors Rachid Zipototo, voyons le groupe marocain, en disant les 11 Marocains qui ont l'habitude de commencer ces rencontres. Quel est le joueur du métronome que tu vois? Quel est le métronome dans les dépositaires du jeu marocain que tu vois dans ce match qui pourra faire la différence face à la Tanzanie? Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, en tout cas, c'est une équipe où, moi, je pense que la star de cette équipe marocaine, même si on voit des garçons comme Hakimi, Ziyech, j'en passe les meilleurs, mais je pense que c'est l'équipe. Hein. Si le Maroc reste cette équipe qui joue en bloc équipe,
qui va éviter justement de faire briller un seul joueur, parce que le danger justement de compter sur un seul joueur, c'est que quand le gars n'est pas en forme ce jour-là, eh bien, finalement vous passez à côté. Donc, il faut qu'ils jouent sur leur valeur, qu'ils se présentent en équipe conquérante, pas forcément favori à l'avance, mais une équipe conquérante pour remporter ce match. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'instant. Nous allons nous retrouver un peu plus tard dans la soirée pour le débriefing de cette rencontre entre le Maroc et la Tanzanie.